Alors vous allez nous parler du mot expérimentation. Oui. Pour moi, l'expérimentation, je dirais, complète le relevé. C'est quelque chose que j'ai jugé d'extrêmement important. Nous ne sommes vraiment très peu nombreux à faire de l'expérimentation, mais pour moi, ça a été une part vraiment essentielle de mon travail. Parce que lorsque je fais des observations au cours d'un relevé, on fait des observations, eh bien on a envie, tout simplement, de vérifier si c'est possible. Quand on observe une technique de peinture, par exemple, eh bien on souhaite l'expérimenter pour vérifier si nos observations sont valables, sont possibles, je dirais. Ça ne veut pas dire qu'elles soient justes obligatoirement, mais qu'elles soient au moins possibles. Voilà. C'est le cas, par exemple, pour les chevaux ponctués de pêche-merle, où j'ai observé que ces chevaux avaient été effectués par la méthode du crachis, c'est-à-dire en soufflant le pigment avec la bouche, tel que je l'avais vu pratiquer, je l'avais apprise, cette technique en Australie, de la part des aborigènes, qui continuent à peindre de cette façon. Et j'ai vu que les contours des chevaux étaient formés d'une série de ponctuations jointives, et qu'on obtenait une ligne en alignant les ponctuations et en soufflant le pigment sur la paroi. Donc j'ai déterminé dans mes relevés des choses très précises, que j'ai publiées d'ailleurs en 1988, et puis quelques années plus tard, j'ai franchi le pas, je me suis dit, bon, il faut que je refasse tout ce panneau dans une grotte, et j'ai refait le panneau des chevaux ponctués, qui fait presque 4 mètres de long, dans une grotte sans peinture, bien sûr, sur le COS, ici. Et ça m'a pris une semaine, et j'ai pu reconstituer. J'avais déterminé tous les gestes, parce qu'on utilise les mains pour guider le pigment, comme je l'ai vu faire en Australie. Bon. Et c'est une pratique qui est relativement facile, hein, qui ne m'implique pas de choses difficiles. Et j'ai pu refaire ce panneau des chevaux ponctués en une semaine. La totalité, il y a 265 motifs sur ce panneau, et j'ai pu les reconstituer complètement. Et donc c'est un important investissement en temps qu'on peut imaginer à la préhistoire. Si vous avez passé une semaine, c'est qu'ils ont au moins passé de nombreuses heures à faire ce panneau. Est-ce que ça peut vouloir dire que les hommes qui ont fait ça étaient des spécialistes et qu'au moment où ils faisaient ça, peut-être qu'il y avait d'autres personnes dans le groupe qui allaient chasser et que eux, leur travail, c'était de faire ces œuvres? Oui, je pense que ce n'est pas quand même tous les membres du groupe qui avaient accès aux grottes ornées, comme partout d'ailleurs dans le monde, hein, en général ce sont des sanctuaires, et comme je l'ai vu en Australie, ce sont en général des initiés qui ont la possibilité de peindre, et en général les initiés sont des gens âgés, assez souvent. C'est-à-dire ils ont subi une série d'initiations, d'examens en quelque sorte au fil de leur vie. Ils connaissent tous les mythes et les traditions de leur tribu. Et à ce moment-là, il y a même des sites qui leur sont attribués nominativement. Voilà. En général, il faut être un initié, puis il faut apprendre pour peindre. Et on a également des traces d'enfants, parfois, dans des grottes Alors il y a ornées. quelques traces effectivement d'enfants, il y en a quand même pas beaucoup, hein. Je sais qu'il y a des empreintes de pas d'enfants dans les cavernes des Pyrénées, oui, du Volpe. Moi-même, dans mes relevés, j'ai trouvé quelques traces de mains d'enfants sur le plafond de Pêche-Merle. Bon, voilà, alors bon, mais ça c'est assez exceptionnel. La plupart des empreintes sont des empreintes d'adultes, hommes ou femmes. Et je reconnais qu'il y a certaines empreintes, notamment de mains, qui sont sans doute des empreintes féminines. Mais là aussi, il y a un vaste débat. Les relevés par leur précision et l'expérimentation apportent des éléments importants pour savoir si ce sont des adultes, des hommes ou des femmes qui ont fait les dessins. Mais j'ai tendance à penser quand même que les grands animaux, qui sont des animaux sauvages et des animaux dangereux de chasse, ces peintures ont été probablement faites, celles-là, par des hommes qui connaissent très bien l'anatomie des grands animaux. Et par contre, il y a d'autres thèmes qui ont pu être exécutés par des femmes, notamment des mains, des ponctuations, des choses
Oui. Est-ce que votre pratique de l'expérimentation, elle vous a conduit à penser que la technique elle-même, elle est chargée de signification? Ah oui, certainement. Certainement, la technique est chargée de signification, bien sûr. La technique est symbolique, c'est-à-dire évidemment le crachis, c'est-à-dire souffler la peinture avec la partie la plus intime de son être, le souffle, c'est-à-dire le souffle, c'est la vie, le souffle, c'est-à-dire comment dirais-je, on insuffle la vie à la roche en faisant des peintures, en soufflant les peintures sur la paroi. Et c'est une projection dans tous les sens du terme, et en même temps, c'est une communication étroite avec la paroi. Parce que la paroi, la figure souvent préexiste. Elle existe avant, l'artiste arrive pour confirmer la volonté de la roche. On peut imaginer aussi que le temps passé, si c'est un temps très long, ça peut faire partie d'un rituel. Oui, bien sûr, moi je crois que toutes ces peintures sont fondamentalement des peintures sacrées, bien sûr, c'est évident. Pour moi, c'est évident. Là, les grottes ornées sont des sanctuaires et je dirais presque rien d'autre, ce sont des sanctuaires. Les peintures ont été faites dans des endroits souvent extrêmement difficiles d'accès, où il faut ramper pendant longtemps pour atteindre les parois qui doivent être ornées. Toutes ces peintures sont entourées de marques, ce que j'ai appelé les marques rituelles, à position de main, de doigts, etc. Des pots votifs dans les fissures près des peintures, et même des rénovations, etc. Donc c'est un lieu de culte, et les peintures sont des formes de prière et d'invocation des esprits.